Des policiers racistes jettent un drapeau confédéré sur un juge noir. La salle d'audience éclate. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort lorsque le juge Xavier Bell franchit les imposantes portes à double battant, sa robe noire tombant derrière lui, tel un nuage d'orage. Les colonnes de marbre se dressaient au-dessus, solennelles et immobiles, mais tous les objectifs des caméras s'allumèrent à la seconde où sa silhouette apparut. Le cliquetis des obturateurs crépitait comme des coups de feu lointains, résonnant sur les plafonds voûtés, mais à l'intérieur de la salle d'audience, pas une seule personne ne parlait. Des manifestants hurlaient à l'extérieur du palais de justice, des chants de justice et de défiance, le cri unifié d'une communauté longtemps niée, mais à l'intérieur, le silence retomba comme de la poussière. L'instant n'était pas seulement historique, il était fragile. Dans le comté de Rutherford, le premier juge fédéral noir avait pris ses fonctions pour ce qu'on appelait déjà le procès de la décennie, et le pays regardait. Il ne scruta pas la galerie, il n'en avait pas besoin. Xavier sentait leur regard braqué sur lui, la tension, les questions, l'amer espoir. Certains le fixaient avec révérence, d'autres avec suspicion, mais tous voyaient plus qu'un homme en robe. Ils voyaient un symbole, un verdict en attente d'être rendu. Il en sentait le poids dans l'air, lourd comme des nuages d'orage pesant sur sa poitrine. Il s'assit sur le banc surélevé, la plateforme en bois gémissant légèrement sous ses pas mesurés, et jeta un bref coup d'œil à la table de l'accusé. L'agent Brennan Tate était assis là, raide dans son costume sur mesure, les cheveux soigneusement coiffés, le regard aussi absent que les lacs gelés dont Xavier se souvenait de ses années d'université dans le Nord. L'homme avait été sergent au sein du département de police de Rutherford pendant 12 ans, les distinctions s'accumulant comme des jetons de poker. Pour la plupart des médias locaux, Tate était un vétéran décoré. Pour la communauté noire, il était le symbole d'une brutalité sans entrave. Et pour Terence Monroe, âgé de 18 ans, il était le dernier visage qu'il vit avant que son monde ne s'assombrisse. Le procès venait à peine de commencer, et pourtant Xavier sentait déjà la fin murmurer au bord de ses pensées. Il ne s'agissait plus seulement de Terence Monroe. Cette affaire était devenue une allumette suspendue au-dessus d'une fuite de gaz, menaçant de briser l'illusion de justice à laquelle tant de personnes s'accrochaient encore. Il se souvenait du moment où l'affaire avait atterri sur son rôle. Le greffier avait semblé presque s'excuser. 3 fonctionnaires de l'État avaient tenté de la réaffecter avant même que les plaidoiries d'ouverture ne soient programmées. Il l'avait qualifiée de « trop sensible politiquement », autrement dit, trop dangereuse. Mais Xavier n'avait jamais été du genre à cligner des yeux face au feu. Il n'était pas naïf. Sa robe ne le protégeait pas des courants sous-jacents du pays. Il avait vu l'actualité s'embrouiller, les menaces en ligne inonder sa boîte mail après sa nomination. L'idée qu'un juge noir préside une affaire impliquant un policier blanc qui avait paralysé un adolescent noir, non armé, pour certains, c'était un blasphème. Pour d'autres, le salut, et les deux pouvaient être tout aussi dangereux. Les plaidoiries d'ouverture commencèrent, et l'accusation arriva armée de faits concrets. Terence Monroe rentrait du travail en voiture. Sa mère l'attendait pour le dîner. Son seul crime était un feu arrière cassé. 6 minutes après avoir été arrêté, il gisait sur le bitume, la moelle épinière sectionnée, incapable de bouger les jambes, clignant des yeux pour retenir ses larmes sous la lumière crue des phares de sa voiture de police. L'accusation projeta au jury des images de caméras corporelles, granuleuses, vacillantes, mais suffisamment nettes pour capturer le moment où l'agent Tate frappa le dos de Terence du genou et murmura, presque nonchalamment, « Vous n'apprenez jamais si on ne vous enseigne pas par la force. » La salle d'audience tressaillit. Même Xavier, habitué à masquer ses émotions, sentit une secousse intérieure. Un souffle se coupa dans le box des jurés. Un poing se serra dans la galerie. Mais la défense resta impassible. Leur avocat principal, Ronald Beck, avait autrefois été conseiller du gouverneur de l'État et était réputé pour faire tourner le gravier en or. Il arguait que l'usage excessif de la force
était justifié par une résistance perçue. Il affirmait que les images de la caméra corporelle avaient été sorties de leur contexte. Il a décrit Terence Monroe, un ancien élève brillant, comme volatile, erratique, potentiellement dangereux. C'était une tactique vieille comme le monde, déshumanisée, discréditée, déformée. Mais à mesure que le procès se déroulait, quelque chose de plus sombre commença à se glisser sous la surface. Des preuves commencèrent à disparaître. Les images de la caméra embarquée, qui aurait filmé l'intégralité de l'interaction sous un second angle, furent soudainement déclarées disparues du casier à preuve du comté. Les registres de la chaîne de possession étaient incomplets. L'officier chargé du traitement des preuves était en congé imprévu. Personne ne put expliquer pourquoi. Puis 2 témoins clés, le meilleur ami de Terence et un passant qui avait filmé une partie de l'incident avec son téléphone, revinrent sur leur déclaration initiale. Ils trébuchèrent sur leur témoignage révisé, les yeux lorgnant nerveusement, la sueur perlant sur leur front. Sous la pression de l'accusation, ils s'effondrèrent à la barre. Plus tard, Xavier apprit par de discrets murmures que tous deux avaient reçu des visites anonymes tard dans la nuit. Des voitures aux vitres teintées garées devant leur domicile. Des téléphones portables disparus. C'était de l'intimidation classique. Xavier avait rejeté plusieurs tentatives de la défense pour étouffer des déclarations préjudiciables, ce qui en faisait à lui seul une cible. Mais il avait depuis longtemps cessé de se soucier de sa sécurité. Ce n'était plus une question de sécurité. C'était une question d'obligation et de sacrifice. 2 semaines avant le procès, Xavier était seul dans son cabinet lorsque la porte s'était ouverte sans qu'on frappe à la porte. Il se souvenait avoir levé les yeux et avoir vu le sénateur Gerald Hallstrom entrer comme s'il était chez lui. L'homme était grand, élégant, chaque mot imprégné du charme et du vinaigre du Sud. Fervent allié du syndicat de la police d'État, Hallstrom était un habitué des jeux de pouvoir. Il referma la porte derrière lui et déposa un épais dossier en papier kraft sur le bureau de Xavier. À l'intérieur se trouvaient les dossiers, privés et scellés, du fils de Xavier, Elijah, âgé de 17 ans. Le garçon avait traversé une année difficile, luttant contre l'anxiété et la dépression après qu'un incident raciste à l'école avait dégénéré en violence. Un psychiatre l'avait examiné et avait constaté des symptômes inquiétants. Rien de tout cela n'était public. Rien de criminel. Mais cela suffisait à dresser un tableau préjudiciable. Si vous poussez les choses trop loin, avait averti Hallstrom, tapotant le dossier comme une arme chargée, ce dossier finira dans la presse. Xavier n'y avait pas touché. Il n'avait pas parlé. Il fixait simplement l'homme, laissant le silence répondre à sa place. Hallstrom avait fini par partir, mais la menace persistait comme un gaz invisible, inodore, attendant une étincelle. C'était le jeu désormais, le pouvoir déguisé en civilité, la corruption déguisée en ordre. Il voulait que Xavier cède, se récuse, laisse l'affaire s'effondrer sous son propre poids. Mais il refusait. Chaque motion qu'il approuvait, chaque objection qu'il soutenait, chaque vérité qu'il laissait paraître au dossier était un refus de s'incliner. Il ne dormit pas beaucoup après cela. Il gardait un 2e téléphone sur lui en permanence, parlait à voix basse à sa femme, évitait de se déplacer sans la présence d'au moins 2 assistants. Mais il ne ralentit pas. Il lut chaque dossier 2 fois, éplucha chaque note de bas de page. Il ne serait pas la cause de l'échec de la justice. Et pourtant, chaque jour qui passait, la pression montait. Le palais de justice se transformait en forteresse. Des barricades s'élevaient à l'extérieur, la garde nationale dépêchée sous couvert de contrôle des foules. Des fourgons de presse bordaient le pâté de maison comme des armes de siège. Xavier gardait la tête baissée, mais il sentait les murs se rapprocher. Et pendant tout ce temps, Terence Monroe était assis dans son fauteuil roulant au premier rang de la galerie, flanqué de sa mère et de son avocat, les mains molles sur ses genoux, le visage indéchiffrable. Xavier apercevait souvent le garçon pendant les récréations. Non seulement les blessures physiques, mais aussi le vide derrière ses yeux.
Terence avait été musicien. Il jouait de la trompette dans l'orchestre de jazz de son lycée et avait été admis au conservatoire avant l'incident. Maintenant, il parlait à peine, bougeait à peine. Xavier se demandait ce qui restait du garçon sous ce silence et si ce procès lui apporterait quoi que ce soit. L'atmosphère de la salle d'audience s'alourdissait à chaque témoin, chaque document expurgé, chaque dossier corrompu. À la fin de la première semaine, même les greffiers de Xavier jetaient des coups d'œil par-dessus leur épaule. Mais il gardait un visage impassible, un ton égal. Il était l'axe autour duquel tout tournait, celui qui ne pouvait faiblir, ne pouvait s'exprimer, ne pouvait saigner. Pas encore. Chaque jour, la tension dans la salle d'audience s'épaississait comme l'air humide avant un orage d'été. Elle s'installait dans les os de tous les présents, rendant les lumières plus crues, les bancs en bois plus durs, la respiration plus difficile. Les jurés commencèrent à arriver plus tôt, comme si la proximité du palais de justice pouvait les ancrer. Leurs yeux, autrefois inquisiteurs, scintillaient maintenant d'une lueur proche de la peur, une crainte sourde que le poids de leurs décisions n'écrase plus que leur conscience. Leurs échanges de notes cessèrent, leurs murmures s'estompèrent. L'une d'elles, une femme d'un certain âge, aux cheveux argentés et aux mains crispées sur son sac comme une bouée de sauvetage, avait commencé à apporter un chapelet, passant son pouce sur chaque grain lentement, silencieusement, tandis que les témoignages se déversaient comme de l'acide dans l'air de la salle d'audience. Dehors, l'Amérique menait sa propre guerre. Chaque jour, des manifestants franchissaient les grilles du tribunal, la voix rauque à force de scander des slogans, des pancartes levées comme des boucliers. Des drapeaux Black Lives Matter flottaient avec défiance dans le vent d'avril, tandis que d'autres ripostaient avec les vieux symboles de la suprématie blanche, se tenant fièrement derrière des drapeaux confédérés et des chants si vulgaires que la police chargée de les surveiller grimaçait. Des lignes de barricades métalliques empêchaient à peine les deux mondes de se heurter. Certains jours, on avait l'impression que quelques centimètres séparaient une manifestation d'une émeute. D'autres fois, c'était un miracle que personne n'ait saigné. Xavier Bell traversait tout cela avec un calme presque surnaturel. Il arpentait les couloirs dans sa robe noire flottante, les épaules carrées, le visage comme un masque de pierre de contrôle judiciaire. Mais intérieurement, il avait l'impression qu'un ciseau lui avait été enfoncé dans la poitrine et se tordait lentement. Il se rappelait que la justice n'était pas censée plier sous la pression. Il se disait que la vérité avait une voix, même si elle devait hurler entre ses dents serrées. Mais il ne pouvait oublier Elijah. Même pas une minute. Il se souvenait de cette nuit comme si elle avait été gravée au fer rouge dans son esprit. Elijah se tenait sur le seuil du bureau de Xavier, à peine debout, tremblant comme une branche cassée dans l'orage. Sa peau, du même brun foncé que celle de Xavier, était devenue cendrée. Il avait serré son sweat à capuche dans ses poings, comme s'il pouvait le protéger de la vérité qui jaillissait de ses lèvres. 3 garçons blancs, un vestiaire, des mots comme des railleries, des rires comme des couteaux, puis quelque chose de tranchant. Xavier n'y avait pas cru au début, n'avait pas voulu, jusqu'à ce qu'Elijah se retourne et soulève sa chemise. Le mot « propriété » avait été gravé dans son dos avec un objet irrégulier, peut-être des clés ou un cutter, la peau encore rouge et en voie de guérison. Xavier n'avait pas pleuré. Il s'était forcé à écouter, avait doucement pris Elijah dans ses bras, l'avait tenu pendant ce qui lui avait semblé des heures. Plus tard, l'école prétendrait qu'il s'agissait d'un malentendu. Les garçons sont des garçons. Ils payaient pour le silence, pour la thérapie, pour un conseiller d'orientation qui ne les regardait plus jamais dans les yeux. Mais l'argent ne pouvait acheter ce qu'Elijah avait perdu ce jour-là, le droit de se sentir en sécurité dans son propre corps. Et maintenant, Xavier était assis jour après jour à fixer le regard creux d'un autre garçon noir, celui-là paralysé par le système même qu'Elijah redoutait. Chaque objection qu'il rejetait, chaque requête qu'il acceptait,
chaque fois qu'il rejetait la demande de la défense de supprimer des preuves. Il le faisait en sachant que, quelque part dans l'ombre, des hommes puissants l'observaient, prêts à bondir. Le dossier laissé par le sénateur Alstrom le hantait encore. Non pas son contenu, Xavier ne l'avait jamais ouvert, mais son audace. Le rappel qu'aucun homme noir, aussi vêtu ou vénéré soit-il, n'était à l'abri d'être rappelé à sa place. Et puis vint le 7e jour. La salle d'audience venait de s'installer dans le rythme sombre de la routine. La défense avait terminé sa plaidoirie, présentant une mosaïque déformée du personnage de Terence Monroe, dépeignant l'adolescent paralysé comme une menace, un agitateur, quelqu'un qui faisait craindre pour sa vie à un policier entraîné. Il le disait avec une sincérité rodée, débitant des phrases, juste au moment où l'air commençait à se tourner vers les plaidoiries finales, ce qui se produisit. Du fond de la galerie, une silhouette se leva. Le mouvement était silencieux, presque gracieux. Xavier remarqua d'abord l'uniforme, un lieutenant de police, à en juger par l'insigne sur ses épaules, des plis marqués dans la chemise, des chaussures cirées, aucune arme visible. Pas de mots, juste le bruit de semelles de cuir sur le sol en marbre, tandis que l'homme faisait 3 pas en avant et, avec une force délibérée, jetait quelque chose au sol. L'objet heurta le sol avec un léger sifflement de frottement. Il atterrit au centre de l'allée de la salle d'audience, un drapeau confédéré soigneusement plié. Le tissu était taché de taches sombres d'huile de moteur qui s'étalaient comme des veines. Des halètements emplirent l'air. Un juré poussa un cri de surprise. L'accusation tourna brusquement la tête vers le trouble, tandis que la défense se figea en plein mouvement. Xavier resta d'abord immobile. Ses yeux se fixèrent sur le drapeau, comme s'il était sorti d'un rêve fiévreux. Puis il leva les yeux. Le visage du lieutenant était dénué de toute peur. Il affichait un sourire narquois, comme s'il partageait un secret, comme pour dire « c'est eux qui dirigent vraiment les choses ». Avant que les huissiers ne puissent l'atteindre, l'homme se retourna et se fondit dans la foule. Les appareils photos crépitèrent dans un staccato frénétique. La galerie sombra dans le chaos, et les voix s'élevèrent comme un raz-de-marée contre les murs de marbre. Les journalistes se bousculèrent pour immortaliser tout cela, tapant d'une main tremblante. Les manifestants dehors, alertés par le bruit et le retard de diffusion, commencèrent à scander plus fort, leurs cris résonnant dans tout le centre-ville. On avait l'impression que le pays s'était fissuré et saignait dans cet instant unique et terrible. Xavier resta parfaitement immobile. Le marteau était dans sa main, mais il ne frappa pas. Ses doigts se crispèrent sur le manche, non pas de peur, mais de fureur. Ses jointures blanchirent sous sa peau brune. Le drapeau resta au sol, son sang huileux imprégnant lentement les fissures du marbre. Il regarda le jury. Leurs visages étaient pâles, certains tremblants, d'autres rouges de confusion ou de honte. Un homme murmurait à l'oreille d'un autre. Une femme secoua la tête et murmura une prière. Xavier tourna son regard vers l'accusation, qui attendait son prochain geste, puis vers la défense, qui avait déjà l'air satisfaite, comme si le mal était fait et le message reçu. Mais Xavier refusa. Il se redressa. Il se força à se lever, même si ses jambes étaient dures comme de la pierre. Le silence qui suivit cette explosion fut plus fort que n'importe quel cri. Il l'enveloppa, attirant tous les regards vers le banc. Puis, d'une voix plus profonde que la chair, il parla. Ce procès ne serait pas interrompu par des symboles de haine. Cette salle d'audience ne serait pas transformée en un théâtre de la peur. Ce drapeau, déclara-t-il, ne parlait pas au nom de la loi. Lui, si. Et tandis que les mots s'abattaient sur la foule, que les caméras zoomaient sur son expression résolue, que les manifestants à l'extérieur hurlaient d'approbation unanime, Xavier Bel comprit qu'il avait franchi une ligne. Non pas par professionnalisme, mais par défi personnel. Ils avaient tenté de l'effrayer, de menacer sa dignité. Mais au lieu de cela, ils avaient allumé quelque chose de plus ancien, de brûlant. Il ne détournerait pas le regard, il ne se tairait pas, il n'oublierait pas son fils
ni Terence Monroe, ni ceux dont les noms n'étaient jamais criés en signe de protestation parce que leurs histoires n'étaient jamais apparues dans les médias. Il donna un coup de marteau fort et l'ordre revint, du moins en surface. Mais en dessous, quelque chose de nouveau avait commencé. Un règlement de compte. Le drapeau taché d'huile resta là 1 heure avant que quiconque n'ose le toucher. Il saigna dans le marbre blanc comme une plaie qui ne voulait pas coaguler. Chaque juré y jeta un coup d'œil furtif, et même l'avocat de la défense, d'habitude suffisant et indifférent, joua avec ses menottes, la voix tremblante lorsqu'il reprit. Mais le poids dans la salle avait changé. Ce n'était pas seulement le vestige de la haine gisant au sol, c'était ce qu'elle signifiait. C'était un défi lancé comme un gant. Et Xavier savait, avec une certitude glaçante, que ce ne serait pas le dernier. Après la suspension d'audience ce soir-là, les couloirs du palais de justice bourdonnaient de spéculations feutrées et de fonctionnaires muets. Les journalistes affluaient, diffusant leur indignation, leurs théories, leurs chocs superficiels. Xavier les ignora tous. Il sortit par le côté, une porte réservée au personnel de surveillance, et marcha face au vent mordant, son manteau serré et ses pensées encore plus crispées. Il se souvenait des yeux d'Elijah, creux, cerclés de rouge, perdus. Il était entré dans la chambre de son fils ce soir-là et l'avait trouvé assis au bord du lit, les mains enveloppées de gaz, le visage tourné vers le mur, comme si le simple fait de regarder son père était insupportable. Xavier avait senti quelque chose se briser dans sa poitrine ce jour-là. Pas d'un coup, mais lentement, comme la glace qui craque sur un lac gelé. Et maintenant, chaque fois qu'il se tenait derrière le banc, il sentait cette même fissure s'approfondir, non pas par peur, mais par reconnaissance. Parce que Terence Monroe aurait pu être Elijah, et parce que la justice, si elle n'était pour un seul, ne pourrait jamais être pour tous. Cette nuit-là, Xavier ne dormit pas. Il fit les 100 pas. Il lut les comptes rendus du procès. Il griffonna des notes dans des marges déjà encombrées d'encre. Les arguments étaient le même poison recyclé, des justifications fondées sur la peur, sur des soupçons raisonnables, sur le mythe selon lequel la peau noire représentait une menace invisible. L'accusation avait bien fait, mieux qu'il ne l'espérait, surtout avec la vidéo qui avait capturé les 3 minutes et 17 secondes cruciales entre le moment où l'agent Tate s'était approché de Terence et celui où celui-ci avait cessé de respirer. Mais Xavier savait qu'il valait mieux ne pas se fier uniquement aux faits. La vérité ne l'emportait pas toujours, surtout quand le pouvoir ne le voulait pas. Le lendemain matin, le palais de justice était encerclé. Pas seulement par des manifestants cette fois, mais par des caméras, montées sur des fourgonnettes, tenues par des drones, brandies par des visages impatients d'immortaliser le prochain moment viral. Xavier entra dans le parking souterrain. Alors qu'il montait les marches menant à son bureau, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Pas de SMS, juste une photo. C'était une photo d'Elijah rentrant de l'école à pied, tête baissée, seul, un neurodatage dans un coin. 5 minutes plus tôt. Son estomac se glaça. Il ferma les yeux, reprit son souffle, puis composa le numéro. Pas de réponse. Il rappela. Toujours rien. Puis il appela Elijah, qui décrocha à la 3e sonnerie, confus, mais sain et sauf. La voix de Xavier ne trahissait pas la tempête intérieure. Il dit à son fils de rester à l'école pour l'instant, d'attendre à l'intérieur que quelqu'un arrive. Puis il appela son ami, un inspecteur à la retraite qui avait encore des liens avec le département. Il lui demanda une faveur. Une surveillance discrète, des yeux supplémentaires, pas d'archives. Il raccrocha, la gorge serrée, leur tension s'intensifiait. Il s'immisçait dans sa vie maintenant. Il ne s'agissait plus d'un verdict, mais de le briser, le faire reculer, le rendre complice. Mais il ne comprenait pas. Xavier avait déjà scruté l'abîme la nuit où Elijah avait tenté de mettre fin à ses jours. Il n'avait plus rien à craindre, seulement de la détermination. De retour au tribunal, l'atmosphère était différente.
Les jurés étaient figés, les yeux plus perçants que d'habitude. Quelqu'un les avait atteints. Ils le sentaient, comme une odeur, faible mais indéniable. L'accusation commença sa plaidoirie et Xavier écoutait avec un silence de pierre. Ils ont retracé le tableau. Thérence désarmé, coopératif, puis à terre, puis étouffé, puis silencieux. Ils ont montré les ecchymoses, la trachée écrasée, l'empreinte de bottes qui s'était inexplicablement retrouvée sur la nuque de Thérence. Ils ont montré la vidéo, s'arrêtant sur l'image où Tate regardait la caméra, impassible, sans l'ombre d'un regret. Xavier a étudié les réactions du jury. Une femme a grimacé et a détourné le regard. Un homme au dernier rang s'est penché en avant, plissant les yeux comme s'il cherchait autre chose dans la vidéo, quelque chose qui pourrait l'absoudre. Un autre a gardé les yeux fermés. Xavier a reconnu ce genre de résistance, non pas aux preuves, mais à leurs implications, à ce que signifiait vivre dans un pays où cela pouvait arriver et où le monde tournerait pareil. Puis la défense s'est levée, calme, posée, préparée. Ils ont qualifié Thérence de agité, non conciliant, volatile. Ils ont repassé les images granuleuses de la caméra corporelle, soulignant les moments où Thérence avait élevé la voix, comme si la peur signifiait être dangereux. Ils disaient que l'agent Tate n'avait aucun moyen de savoir s'il était armé. Ils disaient qu'il avait réagi par instinct, par nécessité de survie. Xavier serra les dents. Ils essayèrent de vendre la peur, et l'Amérique avait toujours été un acheteur consentant. Tandis que l'avocat de la défense arpentait la salle, les pensées de Xavier dérivèrent à nouveau, cette fois vers le drapeau plié. Il avait ordonné qu'il soit recueilli comme preuve, scellé et documenté, mais l'image ne le quittait pas. Un tissu taché d'huile, utilisé non seulement comme symbole, mais comme arme. Et il avait vu le regard du lieutenant. Froid, calculateur. Ce n'était pas qu'un message. C'était une prophétie. Si le verdict n'était pas rendu comme il le souhaitait, ce drapeau flotterait à nouveau, cette fois non pas dans la salle d'audience, mais dans la rue. L'audience fut suspendue pour le déjeuner, et Xavier resta dans son cabinet. Il ne mangea pas. Au lieu de cela, il fixa une photo sur son bureau. Elijah enfant, peut-être 6 ans, affichant un large sourire, une dent de devant manquante, le bras enroulé autour d'un golden doodle mort quelques années plus tard. Tant d'innocence capturée en 1 seconde. Tant de choses que le monde avait tenté de lui enlever depuis. Un léger coup interrompit ses pensées. Son greffier entra, pâle, les yeux écarquillés. Elle murmura qu'un des jurés avait reçu une menace. Un mot glissa sous la porte de sa chambre d'hôtel. Pas de nom, juste une phrase griffonnée au marqueur rouge. Décider du bien ou mourir du mal. Xavier se leva, tous les muscles tendus. Il demanda le nom du juré. Elle le lui dit, il se souvenait d'elle, une enseignante de la banlieue d'Atlanta, calme, attentive. Il avait lu la tension dans son regard toute la semaine. Il lui demanda si elle était en sécurité. Elle hocha la tête, à peine. Il dit à son greffier d'avertir le marshal. Discrètement, sans panique. Mais au fond de lui, il savait que la tempête était là. Les jurés revinrent après la pause, visiblement secoués. Mais ils restèrent assis. Ils écoutèrent. Ils endurèrent. Et lorsque l'accusation prononça sa plaidoirie finale, un plaidoyer non seulement pour la justice pour Thérence, mais pour l'intégrité de la loi elle-même, Xavier sentit un calme rare s'installer dans la salle. Pas la paix. Pas encore. Mais quelque chose qui s'en rapprochait, comme l'œil d'un ouragan. Il regarda le jury sortir pour délibérer. Chaque pas leur semblait un siècle qui s'écoulait. Dehors, les champs enflaient. À l'intérieur, le silence pesait comme la gravité. Il regarda de nouveau le drapeau taché de pétrole, désormais scellé sous plastique, et sentit le poids des générations derrière lui. Le verdict tomberait. Et quand il tomberait, l'Amérique devrait se regarder dans le miroir. Mais en attendant, Xavier attendait, immobile, sans ciller. Un juge non seulement des hommes, mais d'un moment que l'histoire n'oublierait pas. Le matin du verdict, la salle d'audience était une marmite bouillante, bourdonnant du souffle collectif d'une nation divisée.
Dehors, la foule avait doublé de volume pendant la nuit, s'étendant autour du palais de justice comme un siège. Les barricades de police gémissaient sous le poids de la fureur et de l'espoir. Les manifestants serraient des pancartes usées par les intempéries. Certaines griffonnaient les derniers mots de Terence Monroe, d'autres des phrases qui mettaient le système au défi de broncher. À l'intérieur, la tension était insupportable. Un brouillard étouffant planait sur la galerie, le box des jurés, le banc. Le juge Xavier Bell resta immobile, tandis que les jurés entraient, chaque visage portant le poids de nuit blanche et d'une vérité impossible. Ses doigts effleurèrent le bord de son marteau, mais il ne bougea pas. Il ne scia pas. Il attendit. La voix du président brisa le silence, chaque mot s'abattant comme un coup de marteau, coupable de voies de faits graves, coupable de recours à la force excessive, coupable de violation des droits civiques sous couvert de la loi. 3 chefs d'accusation, 3 coups de poignard dans la mythologie des uniformes intouchables. L'espace d'un instant, la salle resta figée, essoufflée, puis elle se fracassa. Des acclamations fusèrent d'un côté, soulagement, justification, incrédulité. Des larmes coulèrent, des mains se levèrent. De l'autre côté, huées et murmures de colère se transformèrent en jurons. Les journalistes s'élancèrent, griffonnant, filmant, lançant des questions. Xavier frappa le marteau une fois, sec, décisif. Le silence reprit, tendu comme un fil. Le jour de la condamnation, la salle d'audience était plus bondée que jamais. L'air était électrique, imprégné d'une énergie indescriptible. Brennan Tate était assis dans le fauteuil de la défense, arborant le même sourire narquois depuis sa première comparution, lèvres légèrement retroussées, menton levé, le regard scrutant l'allié puissant qui, selon lui, apparaîtrait et effacerait tout cela comme la craie d'un tableau noir. Il n'avait jamais cru qu'on en arriverait là. Les hommes comme lui n'y croyaient jamais. Ses avocats lui murmuraient des choses à l'oreille, mais il ne semblait pas entendre. Il se renversa en arrière, les bras croisés, portant son uniforme comme une seconde peau, convaincu que c'était toujours son bouclier. Xavier entra sans cérémonie. Sa robe effleura doucement le sol lorsqu'il prit place. Il ne prêta pas attention aux caméras. Il ne regarda pas Tate. Il regarda la famille de Terence Monroe assise au premier rang, sa mère, les épaules raides, son père, les poings serrés sur ses genoux, son jeune frère, les yeux trop vieux pour son âge. Xavier inspira lentement, laissant le poids retomber sur ses épaules. Puis il commença. Il ne créa pas. Il ne fit pas de discours. Ses paroles étaient mesurées, réfléchies. Il parle de Terence Monroe au tribunal, non pas de l'affaire ni de l'incident, mais du garçon. Il parle de son amour pour la poésie, de la façon dont il récitait des vers lors de longues promenades avec sa mère. Il décrivit son rêve de devenir ingénieur en mécanique, comment il veillait tard pour dessiner des plans et économisait pour s'acheter un ordinateur portable. Il raconta comment Terence avait un jour construit de toutes pièces un nichoir pour la fille aveugle de son voisin, gravant son nom en braille dans le bois. La voix de Xavier ne vacilla pas, mais elle s'épaissit au souvenir. La salle d'audience écouta, certains pleurant ouvertement, d'autres impassibles, leur silence étant une protestation en soi. Puis il changea de cap. Il parle de justice, non pas comme une vertu abstraite, mais comme une dette depuis longtemps due. Il a raconté le poids de la loi, non seulement par son langage ou sa jurisprudence, mais aussi par les vies qu'elle touche, les corps qu'elle meurtrit, les familles qu'elle laisse briser. Il a reconnu la douleur, il a nommé la peur, et il a affronté le mensonge. La justice devrait être commode, propre ou confortable. Elle ne l'était pas. Elle avait du mordant, et aujourd'hui, elle allait mordre. L'expression de Brennan Tate s'est finalement fissurée lorsque Xavier a prononcé la sentence. 25 ans. Pas de libération conditionnelle. Pas d'accord. Pas de clémence. La salle d'audience s'est à nouveau effondrée. Des murmures choqués, des halètements, un cri aigu au fond. Tate a sursauté sur son siège, les yeux écarquillés. Son avocat a protesté, invoquant les appels, la jurisprudence, les excès de pouvoir du parquet. Xavier n'a pas répondu.
Il s'est simplement levé du banc sans se presser, comme s'il venait de terminer une conférence plutôt que d'inscrire un jalon dans les fondements du droit américain. Il s'est tourné vers les caméras, non par vanité mais par détermination. La nation regardait et il avait l'intention d'être vu. Sa voix résonna d'un ton constant. La justice n'est pas une faveur, ni un compromis, ni poli. La justice, la vraie justice, est douloureuse, mais elle est nôtre. Et elle commence quand la loi n'a pas peur de dire la vérité. Puis il quitta le tribunal. Ce soir-là, la vidéo fut diffusée sur toutes les grandes chaînes. Les clips devinrent viraux en quelques minutes. Certains le qualifièrent de héros. D'autres demandèrent sa destitution. Le gouverneur publia une vague déclaration. Le syndicat de police lança une enquête interne. Les autorités judiciaires commencèrent à enquêter sur sa conduite, dénonçant des préjugés, de l'émotivité et des propos déplacés. Mais Xavier s'attendait à tout cela. Il s'en réjouit. Car pour une fois, le contre-coup signifiait que le coup était porté. Chez lui, l'air était calme. Le bruit du monde ne pouvait l'atteindre. Il se tenait dans le salon avec Elijah, le garçon qui pleurait autrefois en silence, trop brisé pour parler après avoir été marqué par la haine. Ce garçon était plus grand maintenant, encore fragile par endroits, mais entier. Il regarda son père, les yeux brillants non pas de fierté, mais de quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Il lui dit qu'il ne scia pas, et pour Xavier c'était suffisant, ni les gros titres, ni les livres d'histoire, juste cette phrase, juste cette vérité. Dans les jours qui suivirent, des menaces inondèrent son bureau, des lettres anonymes, des messages vocaux venimeux, une brique jetée à travers la vitre de sa voiture. Son dispositif de sécurité redoubla. Mais Xavier arpentait les couloirs avec calme et détermination, saluant le personnel d'un hochement de tête, examinant les dossiers avec la même rigueur qu'auparavant. Il ne se